Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. On va parler de management et d'une nouvelle vision du management avec mon invité aujourd'hui qui est Frédéric Spignierny. Bonjour. Frédéric, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Frédéric est DRH de l'hôpital Necker. On se trouve présentement dans le carré Necker de l'hôpital à Paris. L'hôpital enfants malades, hein, Absolument. C'est ça qu'on l'appelle. Et j'étais très intéressé à rencontrer Frédéric parce qu'il nous propose une vision du management qui change un petit peu les paradigmes dans les relations et notamment les relations sociales. Alors Frédéric, tu es DRH et tu es aussi philosophe. Oui, c'est ça, ouais. Oui, j'ai écrit 2 essais de philosophie, L'éloge de la dépense, qui est paru en 2015 aux éditions Santé et ton cas, et L'homme sans politique, qui est paru en 2017. Voilà. Génial. C'est assez intéressant, ça, philosophe et DRH. Ça change de ce qu'on peut entendre sur les DRH en ce moment. Tu vois de qui je peux parler? Alors c'est vrai qu'on considère souvent le DRH comme un gestionnaire pur et dur, froid. Et moi, mon parcours de philosophe m'aide beaucoup à penser les relations sociales. Et je pense que c'est très important actuellement de redéfinir les rapports sociaux dans les organismes collectifs. Ok. Alors là, on est sur une chaîne YouTube où on parle de confiance. Et notamment de confiance en soi, mais surtout de confiance dans les relations humaines et donc dans le management. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, la confiance dans le management et plus au-delà dans l'hôpital public? Alors pour moi, la confiance, c'est une notion qui est fondamentale et je pense que c'est même une notion qui anthropologiquement en fait, est essentielle pour les rapports humains. Et c'est sûr que dans une société où on parle beaucoup d'économie, c'est plutôt la méfiance qui domine les rapports de travail. Et je pense qu'on sous-estime beaucoup les effets négatifs de la méfiance et surtout pour un organisme de travail, les coûts cachés de la méfiance. La méfiance, ça entraîne du contrôle, ça entraîne de l'isolement, du détachement, du désengagement, de la fuite, de l'agressivité. Et je pense que dans une société moderne, ce sont les relations sociales qui comptent de plus en plus. Et la méfiance rompt les relations sociales, du coup rompt le collectif. Et pour moi, redonner son sens à la confiance, c'est vraiment retrouver un lien qui a l'air d'être primaire, qui a l'air d'être très affectif, qui remonte à ce qu'on a aussi vécu dans notre enfance, hein, mais c'est un lien avec la parole, toute simple, la parole entre collaborateurs, la parole que peut avoir un manager vis-à-vis de ses équipes, et cette parole, elle doit être en fait de bonne foi, et on sait que la confiance a un lien fondamental avec la foi, avec la croyance, avec le fait d'être crédible, et moi, mon objectif en fait, c'est de revenir à une éthique assez simple, celle de retrouver une parole qui n'est pas contradictoire, qui n'est pas agressive, qui n'est pas simplement portée par des objectifs économiques. Évidemment, comme dans tout organisme de travail, comme dans tout collectif, il faut bien sûr qu'il y ait une forme de permanence, c'est-à-dire un caractère durable et donc forcément un équilibre économique. Mais je pense que collectivement, les individus ne cherchent pas que ça. Il faut porter des valeurs et ces valeurs, elles ne sont pas forcément nouvelles. Elles peuvent être des valeurs traditionnelles, classiques, qui refont que le manager est quelqu'un d'inspirant, qui lui-même en fait a confiance déjà en lui-même et ça c'est quand même assez fondamental d'avoir confiance en soi pour pouvoir diffuser des valeurs à un collectif. C'est génial parce que je suis entièrement et 100% d'accord avec ce que tu dis. Dans la confiance en soi, c'est d'abord la confiance. Dans la confiance, c'est d'abord la confiance en soi. Et c'est plus facile quand on a confiance en soi de donner confiance aux autres. Donc, moi, ce que j'appelle toujours le principe de délégation. Et derrière, d'inspirer confiance aux autres. Et d'inspirer confiance à ses équipes quand on est manager ou à ses collaborateurs. Parce que la confiance n'est pas réservée qu'au management ou à un CEO d'entreprise. Donc Frédéric, tu es essayiste aussi. Et j'ai lu quelque chose de très intéressant que tu avais écrit, qui était la colère n'est pas une erreur de comportement. Ouais. Et ça, évidemment, quand on connaît mon parcours, c'est quelque chose qui m'a interloqué. Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus? Alors, c'est là où on revient à ce qui est fondamental chez l'homme. Et je pense que la colère en fait partie. Et il faut savoir la comprendre. Alors déjà, ça nécessite un travail sur soi. Moi, je pense que le principe pour retrouver la confiance en soi, elle commence déjà par un véritable travail sur soi. Et le travail sur soi, c'est aussi comprendre si jamais la colère nous motive, d'où vient cette colère,
l'apprivoiser, lui parler, hein, parce que encore une fois, je pense que le socle de la confiance, c'est la parole. Se parler, considérer que la colère est aussi un moteur, hein, ça peut être un moteur puissant même, un moteur très efficace, mais on sait que la colère est aussi, elle dynamise les divisions. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas refuser le conflit. Je pense que réguler le conflit, c'est une vertu. Hein. Je pense qu'il ne faut pas aseptiser les choses. Hein. Il ne faut pas tout rentrer dans des formules mathématiques, dans des procédures. Je pense que colère, conflit font partie de la régulation sociale, surtout au travail. Et moi, je pense que la colère, il faut lui parler. Il ne faut pas manager avec elle parce que, encore une fois, elle peut être vue comme un facteur de division et donc forcément, elle va affaiblir le niveau de confiance. Par contre, je pense qu'il faut travailler avec la colère. La colère, ça reste un moteur, hein. Ça reste dans les récits épiques quelque chose qui vous emporte. Mais là encore, il faut trouver les bonnes limites. La colère souvent déborde, elle fait qu'on est hors de soi. Et moi, je pense qu'il faut retrouver quelles sont les limites du soi pour pouvoir bien manager. Je pense que c'est quelque chose de fondamental. C'est ça, et dans la colère, il y a beaucoup de choses qui peuvent être la cause de la colère. Bien sûr. La colère peut être inhérente en fait à l'individu, donc peut-être plus de l'ordre du privé. Puis il y a des colères qui sont liées à l'environnement, et on voit les colères sociales aussi aujourd'hui avec les grèves à la SNCF, etc. Enfin, j'imagine que même ici à l'hôpital, tu dois avoir un certain nombre de relations, parfois compliquées avec... Bien sûr. Et cette colère-là fait partie du processus de changement. Absolument. Mais il faut quand même considérer que la colère est de l'ordre de la contestation. Mais il faut l'entendre. Je pense qu'on parle d'ailleurs assez souvent dans le dialogue social d'entendre la colère des manifestants. Elle est souvent liée à un niveau de défiance qui est très important, qui a lien à la crise, à quelque chose qui justement est en train d'imploser. Et je pense que, encore une fois, la colère, c'est un vecteur de mouvement. Il faut la comprendre, il faut lui répondre. En fait, c'est surtout ça. Okay. Être un manager, c'est être quelqu'un de responsable. Et responsable, ça veut dire répondre à quelque chose. Et je pense que, typiquement, dans un contexte de crise ou d'agitation sociale, il y a de la colère. Et il faut savoir répondre au malaise pour l'apaiser. C'est quasiment du diagnostic médical. Donc là, c'est très intéressant parce qu'on touche une dimension finalement de la relation et du management qui est liée à la psychologie. Absolument. Et dans nos écoles, dans les enseignements que l'on a dans les écoles de management, c'est surtout tourné autour des sciences de la gestion et c'est un côté très scientifique. Absolument. Et c'est pareil, tu as partagé un article qui était très intéressant sur le taylorisme. Et finalement, aujourd'hui, on est dans un changement de paradigme. On s'aperçoit que le taylorisme du début du XXe siècle et de fin du XIXe siècle, qui était donc... le principe du management réservé à un certain nombre d'intellectuels, et puis c'était fait ce que je dis et cherche pas à comprendre ce que je te dis. En fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est dans un état qui est pas en train de s'inverser, mais qui est presque monté, c'est la discussion qu'on avait tout à l'heure, jusque finalement au manager, au cadre de l'entreprise, voire jusqu'à un PDG d'entreprise qui se retrouve dans un taylorisme donné par ses actionnaires. Et comment, à ton niveau, en tant que DRH de l'hôpital Necker, tu arrives à prendre en compte cette dimension psychologique vis-à-vis du collectif de l'hôpital? Alors, c'est vrai que le principe du taylorisme avait pour objectif de rendre les tâches standards, ou standardisées, on va dire ça comme ça. Et elle s'appliquait surtout à la classe ouvrière. Il fallait standardiser les tâches, il fallait faire en sorte qu'il y ait une chaîne de production et qu'autour de la chaîne de production, chaque agent ait sa mission bien spécifique, très précise, décrite dans des protocoles. Et ce qu'on voit depuis la fin du XXe siècle, c'est que en fait, cette protocolisation, elle touche l'encadrement supérieur, les directions, le top management, et ce qui fait que on arrive même à rendre routinier l'exercice du management. Et il faut quand même se rendre compte qu'il y a un retour du refoulé. Hein, pour reprendre la psychanalyse un peu classique. Et qui va générer la colère derrière. Absolument. On ne peut pas réfréner les affects des individus. Et il y a une dimension psychologique et affective qui est telle que plus on essaye de couvrir ça avec des procédures, des protocoles, plus ce refoulé va être puissant. Et c'est pour ça qu'on revient sur notre discussion, prendre en compte cet affect, prendre en compte cette colère, lui donner une parole,
c'est ne pas reculer devant ce que l'être humain porte en lui. Et je pense que tous les managers, et a fortiori les DRH, doivent prendre en compte cet aspect très anthropologique qu'on enseigne assez peu en fait dans les écoles de formation. C'est l'enseignement au facteur humain. Eh bien oui, nous sommes des êtres humains, donc l'anthropologie compte, ce qu'on a dans le ventre compte. C'est pas que s'intéresser à l'intellect. Et c'est vrai que les sciences de gestion poussent à rendre, encore une fois, mathématiques la plupart de nos comportements, mais nos comportements sont très affectifs. Et en fait, pour moi, la confiance, c'est la réassurance. Donc c'est un lien avec l'assurance, le caractère mutuel des choses. En fait, c'est la sécurité affective. Et je pense que ça, encore une fois, si le manager a confiance en lui, il porte une certaine estime pour sa personne, ça veut dire qu'encore une fois, il faut travailler ses valeurs pour pouvoir avoir assez confiance en soi. Je pense que cette sécurité affective, elle se sent. Les agents le voient. Et il y a des choses très simples en fait. C'est pas une boîte à outils, mais il y a des choses très simples qui, encore une fois, remontent à l'Antiquité. C'est une éthique personnelle, une éthique de la vertu, c'est-à-dire le régime de la promesse. Promettre des choses et les tenir dans le long terme. Il y a aussi le fait de ne pas être cynique, de ne pas être ironique, parce que les individus voient que vous avez un personnage. Ce personnage est donc forcément moins crédible, puisqu'il est un personnage. Il faut que les gens vous connaissent. Ne pas être contradictoire, ne pas être condescendant, montre qu'en fait, vous pouvez former un collectif dans une confiance. Et en fait, la confiance, c'est pas un contrat rationnel, c'est pas un choix stratégique. Je lui fais confiance parce que j'attends un certain retour, un certain bénéfice. Non, ça c'est ce qu'on voudrait nous faire croire. En fait, avoir confiance en quelqu'un, c'est quand même lui remettre quelque chose de soi. Et je trouve que ça, c'est assez affectif. Si naturellement, par a priori, on fait confiance, on est dans une relation de dépendance. Et c'est vrai qu'une société un peu individualiste comme la nôtre tend plutôt à nous faire opter pour l'option de l'indépendance, de l'autonomie, de se libérer des liens. Et en fait, ce qui est très compliqué, et c'est un peu, je pense, le sens de notre démarche, c'est de refaire croire aux liens de dépendance, sans considérer que la dépendance est une faiblesse. Mais tu sais à quoi on va se heurter là? Non. Au problème du soi fort. Et oui, problème bien du sûr. mythe du héros solitaire, Bien sûr. où en fait on est très ancré dans notre culture qu'on ne peut y arriver que seul. Absolument. Et ce qu'il faut réapprendre, mais même à un niveau de management et à un niveau de PDG, c'est ce que je dis dans mes conférences et dans mes formations, c'est s'autoriser la vulnérabilité. Absolument. Savoir demander de l'aide. Et imaginez qu'un patron vienne vous voir et vienne vous dire, par exemple, Eric, j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il me transfère une partie de sa puissance, une partie de sa confiance. Et moi, je serais heureux de venir à son aide. Je serais heureux d'apporter une solution. Et je sais pas, qu'est-ce que ça t'évoque quand je te parle de ça? Non, c'est vrai que, en fait, je pense que notre démarche, c'est une démarche culturelle. C'est pas une science du management, c'est pas une nouvelle théorie, c'est une démarche culturelle. La démarche culturelle, comme tu l'as bien dit, elle découle de facteurs qui dépendent de notre histoire personnelle. Il faut savoir le mettre en avant. Elles dépendent aussi de facteurs extérieurs. Et c'est vrai que la culture de notre société, je pense qu'elle est vraiment ancrée dans une histoire. La culture, par exemple, administrative française, elle est très tournée vers l'aversion au risque, on limite l'innovation, on limite le fait de prendre des risques. Et en fait, ça, c'est un peu de la théorie de l'assurance quand même. C'est-à-dire qu'on prend des risques quand on est assuré. Derrière soi, en fait c'est ça. Je pense que la confiance c'est quand même sentir quelqu'un derrière soi. Et dans une société où on isole quand même les individus, en fait ce qui est derrière soi, comme on le sent pas, on prend aucun risque. Et du coup tu le dis bien, je pense que la culture ne pousse pas en fait à avoir confiance. Parce qu'on a ce mythe du héros solitaire, on a ce caractère un peu romantique un peu des choses. L'individu seul dans son parcours biographique, on raconte souvent des histoires, c'est un peu le self-made man. Je me suis fait tout seul, je suis un héros, je suis compétitif et j'arrive à m'en sortir seul. Et qu'en vérité ça n'existe pas. Et non, en fait ça n'existe pas. Toutes les biographies, Edison quand il a créé l'ampoule, il n'était pas tout seul, il avait une équipe de 50 personnes, d'ingénieurs, des chimistes, des électriciens, il n'a jamais créé l'ampoule tout seul. Ouais, c'est ça. Mais on veut nous faire croire après que... Voilà, on nous dit Steve Jobs, on nous raconte des personnes parce que nous on s'identifie en fait naturellement aux personnes et on se dit ah mais moi aussi, je suis ce héros-là du quotidien.
Et ça a quand même un lien, encore une fois, avec quelque chose qui n'est pas matériel, avec l'immatériel, avec le spirituel. Sans grande histoire collective, depuis une trentaine d'années, on s'en fabrique. Et on se fabrique des histoires où on est seul, où on réussit. Non, en fait, on est un collectif. Et moi, je considère, en tout cas dans mon travail au quotidien, qu'à l'hôpital, voilà, tout se fait avec tout le monde. Ouais. Par contre, ce lien entre tous, c'est un lien affectif et c'est un lien de confiance. Si ce lien est perdu, vous avez des atomes, vous avez des gens qui sont séparés dans leurs tâches et vous n'arrivez plus à faire avancer en vrai. J'aime bien l'image des atomes parce que là je suis en train de les visualiser. C'est vrai qu'on a des atomes, mais si les atomes en fait sont pas en lien et connectés, en fait ils risquent de se toucher. Hein. Et oui. Et puis là ça crée des fusions, ça crée des trucs qui sont hauts en énergie alors qu'on pourrait créer en fait une molécule à travers ces atomes-là. Et en fait notre corps est composé plus de molécules que d'atomes. Bien sûr. Un atome seul qui n'est pas aggloméré et qui ne forme pas une molécule, il ne sert à rien finalement, il n'a pas ses finalités. Bien sûr. C'est beau comme image. Mais moi je considère que voilà, à l'hôpital on parle beaucoup de collectif et de toute manière dans toutes les organisations de travail on parle de collectif. Si jamais la tendance de votre environnement de travail divise, il y a une section des molécules qui tombent au niveau de l'atome, les gens se sentent isolés. Les cloisonnements. Voilà, absolument, on cloisonne, on isole. Et d'ailleurs, le discours ambiant, c'est celui-là, c'est votre individu est fort, votre individualité, vous devez être authentique, vous devez être autonome, soyez autonome, soyez authentique. Ouais. Et après, on manage dans la rationalité. Voilà, c'est ça. C'est le grand écart entre la charte de l'entreprise et puis le management à la rationalité qui ne laisse aucun cours au droit à l'échec et à l'erreur, à l'acceptation du risque, aux émotions, enfin tout ce dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est que on a beau écrire d'ailleurs parce que l'environnement de travail s'adapte, hein, il est quand même intelligent. On a beau écrire dans des chartes qu'on veut favoriser le développement personnel, le plaisir, l'individu. L'autonomie. En vrai, l'individu, mais je crois qu'il faut l'assumer pour avoir confiance. Rappelez-vous, dans l'étymologie de confiance, hein, vous avez quand même cette notion qui est religieuse, mais qu'il faut évidemment séculariser parce que la dimension religieuse est beaucoup moins présente. Et dans une organisation de travail, c'est tout à fait normal. Mais il y a cette notion de lien. Et le lien, c'est pas un lien où les individus signent un contrat, c'est un lien d'attachement. Et c'est ce lien-là en fait qu'il faut préserver parce que fondamentalement, comme les enfants avec leurs parents, mais comme les parents avec leurs enfants aussi, c'est pas un lien hiérarchique là, on est juste en train de rappeler ce que c'est que le lien social. Et pour moi en fait, le dialogue social, il doit être construit comme ça, il doit être construit avec du lien. Et le lien, évidemment, c'est relier les individus pour un objectif commun que tout le monde doit comprendre clairement, simplement. Mais c'est pas la notion de dépendance telle que on l'emploie aujourd'hui. Eh bien oui, la dépendance, ça a du bon. Et Hannah Arendt, la philosophe, expliquait bien que la véritable liberté, c'est la présence d'autrui. Et moi, je me base un peu là-dessus pour dire, nous sommes un collectif à l'hôpital, avançons ensemble. Ça a l'air d'être des préceptes simples, mais en vrai, si on s'y tient durablement, encore une fois, pas de court-termisme, dans le long terme, si on s'y tient durablement, je pense que ça fonctionne. Ouais, maintenant il faut mettre de la cohérence entre les paroles et les actes. Voilà. Il faut faire en sorte que les enjeux de méfiance qui sont innés, qui sont liés à l'histoire, qui sont liés à la culture, etc., transposer ces croyances qui pourraient être limitantes dans les relations en quelque chose de plus concret et qui fasse avancer finalement le débat et qui fasse propager la confiance au sein des organisations parce que la confiance c'est que du bon. C'est le lien social comme tu l'exprimais, mais c'est aussi la productivité de l'entreprise. Voilà, une entreprise où les éléments, les molécules de l'entreprise ont plus confiance en elles, l'osmose va être mieux et la productivité sera meilleure, mais même les coûts en fait qui sont inhérents dont tu parlais au début, les coûts de la méfiance. L'absentéisme, le désengagement, le fait de ne pas innover aussi, le fait de ne pas parler de ce qui ne va pas, en fait tout ça crée des dysfonctionnements, c'est de la non-qualité. C'est de la non-qualité et tout ça, ça a un coût. Et tout ça, ça a un coût. Donc moi je pense que pour résumer, je crois qu'il faut retrouver la notion de bonne foi. Ouais. Et la méfiance, c'est la mauvaise foi. Et la mauvaise foi, encore une fois, c'est l'individu qui, par stratégie personnelle, voit l'entreprise comme simplement son parcours biographique seul. Non, c'est un collectif. Et c'est pas grave en fait de faire du collectif. Et c'est pas toujours conscientisé ça d'ailleurs. Non, bien sûr que non. Que des fois c'est de l'inconscient. C'est voilà, dépendamment des messages qu'on a reçus pendant son enfance, qu'on reçoit encore aujourd'hui par la société, bien sûr. Parce que nous renvoient aussi nos patrons, les collaborateurs, etc. Des fois c'est complètement inconscient. Et le fait de pouvoir le remonter en conscience à travers justement un échange, une discussion, l'exemplarité aussi du manager, bien sûr. Tout ça, ça permet la transformation après derrière.
Frédéric, je te remercie. C'était une... Enfin, je ne sais pas si vous avez apprécié. Mettez en commentaire si vous avez apprécié. Moi, j'ai adoré, en tout cas, faire cette interview. Merci, moi aussi. Est-ce que tu vas rajouter un dernier mot? Est-ce que quelque chose que tu voudrais rajouter? Une dernière clé à donner pour les gens qui nous écoutent? Moi, je crois sincèrement qu'il y a d'abord un travail sur soi à faire. C'est vraiment... Alors, ça prend du temps. C'est pas grave. En fait, on n'est pas pressé. Moi, je pense que si jamais j'ai un message à faire passer, c'est non, en fait, la société ne s'accélère pas tellement. On n'est pas pressé. Et je pense qu'il faut se trouver des zones de décélération pour pouvoir réfléchir sur soi. Ouais. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à nos proches? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit au travail qui permettrait quand même d'être apaisé? Je crois que, et encore une fois, changement culturel. Ce n'est pas parce qu'on est apaisé, qu'on est dans la confiance, que notre entreprise ne va pas être efficiente. Il faut arrêter de... Voilà. Quand même, dans la culture occidentale, on a ce lien entre l'action, la vitesse et l'efficacité qu'il faut peut-être un tout petit peu faire tomber. On peut être efficace et être lent, et bien c'est pas grave. L'essentiel c'est que l'entreprise soit durable et certainement qu'elle nous survivra aussi. Et voilà, on n'aura pas de mythologie personnelle, mais au moins je pense qu'on aura fait en sorte qu'un grand collectif au-delà de nous retrouve du sens au travail. Et ça, il faut être humble, mais c'est déjà un grand objectif. Génial. Merci beaucoup Frédéric pour cette interview. Merci beaucoup. Merci Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous dis à très bientôt pour une autre interview ou une autre vidéo sur les thématiques de la confiance et de la confiance en entreprise. À très bientôt. Au revoir les amis. Au revoir.